Donc, comme d'habitude, on commence cet hebdo de l'innovation hein, avec la petite réglementation AMF. Donc, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations. Mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à tous nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier et que les deux soient agréés par l'AMF. Faites bien attention, vous avez la liste sur le site de l'AMF. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel réglementaire, on va pouvoir y aller. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Et surtout en cette période un peu intéressante de politique, parce qu'il y a bientôt les élections, il y a surtout quelque chose qui me tient très fortement à cœur et qui est du coup notre première partie de cet hebdo de l'innovation. La guerre de l'eau profite à TSMC. Alors vous le savez, ça fait longtemps que je vous le raconte, je suis profondément un écologiste, mais moi je suis un écologiste de croissance, donc je pense que on peut marier écologie et croissance, et que même mieux, en mariant écologie et croissance, on fait de la vraie écologie, alors qu'en mariant écologie et décroissance, on fait un truc qui va nous amener à la guerre et qui ne marchera jamais. Donc voilà, donc ça fait des années, hein. Moi je vis dans le sud, à Nice, donc voilà, ça fait des années. La piscine, on fait tout pour qu'elle consomme le moins possible, mais on fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc sur beaucoup de points, je fais des efforts, je mets des choses, j'ai des trucs pour récupérer l'eau de pluie, ce genre de choses. Donc j'ai quand même fait des investissements, mais moi ça me fait doucement rigoler. Pourquoi? Parce que ça fait un certain temps, passé à une époque, il y a 5-6 ans, parce que je commence à être vieux, hein, j'approche de la trentaine. Donc j'étais encore à l'école et je me souviens qu'il y en avait beaucoup qui se commençaient à avoir une conscience écologique et qui me disaient on va arrêter de tirer la chasse à chaque fois qu'on fait pipi parce que ça fait économiser de la flotte. Et je leur disais vous vous rendez compte? Enfin, même si tout le bâtiment faisait ça à chaque fois, enfin, comparativement aux fuites d'eau qu'on a dans la mairie de Nice ou ce genre de choses, c'est pas le bon plan. C'est vraiment pas le bon plan. Et ben là, on a un méga exemple de ça. Il faut savoir qu'une usine de puces, c'est ce qui consomme le plus de flotte. D'accord? Une usine de puces, ça consomme en gros 300 000, ce que consomment 300 000 ménages en eau. D'accord? Et ça, c'est tous les jours. Hein, tous les jours. Donc, ça vous montre bien l'importance de la chose. Et comme je vous le dis, c'est tous les jours. Pendant un temps, dans les usines de puces, c'était pas le problème. On achetait de l'eau, on la rejetait, on rachetait de l'eau, on la rejetait. Tout le monde s'en foutait. Déjà, il y a une problématique nouvelle qui est apparue, c'est que plus on va vers des puces où on a des prix qui diminuent, plus vous allez essayer de faire, entre guillemets, des efforts sur vos coûts. Et donc, un des coûts, une des composantes de vos coûts, c'est la flotte. Plus vous êtes compétitif sur l'eau, plus vos puces, elles sont moins chères que celui du voisin. Une autre problématique, c'est quoi? C'est que maintenant, trouver de l'eau, c'est devenu plus compliqué qu'avant. Donc les gouvernements, ils vous empêchent d'utiliser l'eau comme vous voulez, comparativement à avant. Avant, il y a 100 ans, vous étiez dans ma région, vous décidiez de construire une piscine olympique et de la remplir de flotte, personne n'allait vous dire rien du tout. On allait dire que vous étiez mégalo, mais c'est tout. Hein? Il y a des gens, ils avaient des multiples fontaines dans leur jardin, personne ne leur disait rien. Maintenant, vous n'avez plus le droit. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que récemment, Gradiant, donc qui est une entreprise américaine, a publié une étude en expliquant que sur des usines taïwanaises de TSMC qui ont été touchées par des problématiques de gestion de l'eau, parce qu'il y a des graves pénuries d'eau à cause des sécheresses à Taïwan. Et on en avait déjà parlé pour ceux qui sont abonnés New Tech Insider, parce qu'à un moment, il y avait vraiment des graves problématiques. Et on avait fait un live spécial semi-conducteurs là-dessus. Et puis à l'époque, je vous avais parlé aussi des problématiques qu'il allait avoir dans les semi-conducteurs à plus long terme, avec le fait qu'on n'avait pas construit d'usine pendant la crise, et que du coup, on avait monté la consommation de puces, mais pas monté la production, et que ça allait créer un problème.
Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi des innovations sur la flotte. Donc l'étude de Gradient nous amène à une réutilisation de l'eau dans les usines TSMC de Taïwan, celles qui sont les plus grosses et qui sont au dernier niveau technologique, de 98%. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de consommer 300 000 fois ce que les ménages consomment en flotte chaque jour, parce que vous allez récupérer 98% de votre eau et vous allez en laisser partir que 2%. C'est les 2% qui sont irrécupérables. Attention, irrécupérables pour le moment, mes amis. Pour le moment. Parce que quand on lit Gradient, ils espèrent arriver à un taux supérieur à 99,5% d'ici 3-4 ans. Alors après, c'est toujours la même chose. Quand vous passez de 50 à 90, c'est plus facile que de passer de 99 à 99,5. Parce qu'il y a des effets d'échelle et tout. Mais ça vous montre vraiment la forte hausse. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez dans tous les secteurs. Parce que quand on regarde un peu ce que dit Prakash Govardhan, qui est donc le CEO de Gradient, hein, c'est que on était sur des quasiment aucun recyclage il y a plus de 15 ans. D'accord ? Quasiment aucun. Depuis quelques années, on est entre 40 et 70%. D'accord ? Et la plupart des gens, ils tendent plus vers 70 que vers 40. Et là, chez TSMC, on arrive à 98. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à ces taux-là ? Parce que tous les groupes, absolument tous les groupes, ont pris conscience qu'ils avaient un impact social. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez aussi avec une news qu'on a en ce moment. Je vais vous mettre en perspective et après on continue sur l'aspect technologique. Vous prenez l'histoire d'Orpea. Qu'est-ce qui fait baisser Orpea ? Est-ce qu'on ne savait pas déjà les vices qu'il y avait dans les EHPAD ou dans ces heures de problématiques ? Bien sûr que si. Il y avait des nombreux documents à la télé, il y a déjà eu des livres sur Orpea, donc tout le monde était au courant. Sauf que qu'est-ce qui a fait baisser le titre ? Orpea, là, c'est que la majorité des fonds qui détenaient Orpea, c'était des fonds ISR. Et ils n'avaient plus aucun moyen de dire on ne le savait pas, vu que c'est au cœur de l'information. Quand c'est pas au cœur de l'information, vous pouvez toujours dire bon, on n'était pas au courant, on savait pas, on n'a pas été voir ce qui était sorti dans les journaux il y a 25 ans et tout, on a oublié. Vous voyez, on a oublié. Les fonds ISR ont une capacité à l'oubli qui est très très importante. Mais passons, c'est un autre sujet. Mais du coup, c'est ce qui a fait baisser globalement très fortement Orpea. C'est cet impact qu'ont les fonds ISR et le fait que certaines personnes cherchent à faire de l'investissement d'impact et qu'il y en a de plus en plus. Surtout les fonds étatiques, qui sont quand même des fonds qui sont extrêmement puissants. Vous avez tous les pays d'Europe du Nord qui étaient pionniers en la matière. Donc tous ces gens-là, les gestionnaires d'actifs, il faut qu'ils leur apportent des métriques qui sont des métriques qui montrent une qualité intrinsèque exceptionnelle. Et donc par exemple, quand vous allez investir dans des sociétés de puces, quand vous allez voir le fonds norvégien, vous allez lui dire, nous on a pris que des sociétés de puces qui recyclent à 90% plus leur flotte, qui ont un impact carbone minimal. Et tout ça, ça drive l'innovation. D'accord ? C'est des grands drivers d'innovation. Donc pour ceux qui veulent et bien comprendre la technologie, je ne vais pas vous l'exposer en détail. Hein. Vous voyez, ça c'est, vous avez la photo, c'est un exemple de la technologie qui est utilisée dans une usine de TSMC. Mais vous l'avez sur les slides qui est expliqué. On va continuer. Donc pourquoi est-ce que ça me paraît important ? Parce que déjà, ça crée une barrière. C'est-à-dire que TSMC, en investissant aussi massivement dans leur capacité de réutiliser l'eau et en drivant la technologie chez Gradient, ils créent une vraie différence par rapport aux Chinois et par rapport aux autres, qui est quand même quelque chose d'important. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que je ne cesse de vous le dire, les entreprises de maintenant n'ont jamais autant innové. On n'a jamais vu ça. Je pense que jamais, il y a 50 ou 60 ans, les gens se seraient posé des questions sur quel point il faut investir et faire appel à des compétences de très haute technologie pour aller recycler de l'eau. Ou pour ce genre de choses. On s'en foutait. On construisait, puis on se disait que tout était sans fin, et ce genre de choses. Les entreprises de maintenant ont conscience qu'on ne peut pas juste aller dans la nature, prendre les choses, créer des produits, les vendre, les rendre périmables,
et passer à autre chose et passer à un nouveau produit. Elle rentre dans un cycle de production. Et je pense que c'est très important de comprendre ce cycle parce que déjà, je pense que la valeur que va nous apporter ce cycle est totalement différente. Les gens qui vont créer de la valeur dans ce cycle est différent. Et surtout, je pense que la construction d'une entreprise est devenue différente. La construction d'une entreprise maintenant est dans l'innovation permanente. Alors qu'avant, c'était beaucoup moins le cas. Avant, on avait des cycles d'innovation, les entreprises, elles investissaient beaucoup, et puis elles s'arrêtaient d'investir, ce genre de choses. C'est pour ça que, par exemple, quand vous voyez beaucoup de gens qui vous disent, vous vous rendez compte, les CAPEX de Google, les CAPEX de Microsoft, et pourtant, est-ce qu'ils ont créé énormément de belles entreprises avec tous ces CAPEX? Et beaucoup de gens vous disent, bah, en fait, ils ne savent pas investir l'argent. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que comme ils ont une grande taille, forcément, ils ne sont pas optimisés. C'est le principe de la taille. C'est-à-dire que quand moi j'ouvre une société, que j'investis l'argent de mes copains et le mien, il faut que ça marche. Je me donne à fond. Quand vous êtes chez Google, vous faites une innovation, au pire ça marche pas, on vous remet dans votre ancien travail et puis c'est pas grave. Mais quand même, je pense qu'en surinvestissant comme ça, de manière considérable, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Mais vraiment de plus en plus. Parce que on va voir des sociétés qui ont ce besoin toujours de se rassurer qu'elles vont toujours exister et que comme le cycle d'innovation est beaucoup plus rapide qu'avant, vous ne pouvez plus faire la technique de ce qu'on faisait en 1950, c'est-à-dire on avait une innovation, on arrêtait un peu d'innover, on exploitait notre innovation, on recommençait à innover pour essayer de prendre le cycle d'après. Ça va tellement vite qu'il faut être dans l'innovation permanente, sinon en fait on dure qu'un cycle et puis après on est jeté et on finit sorti du marché. Et vous le voyez là avec TSMC, c'est des gens qui sont clairement leaders, qui ont une avance considérable et pourtant sur un micro-marché qui est le recyclage de l'eau, qui est critique pour eux, ils sont obligés de faire des choses. Et ils font pareil sur l'électricité, ils font pareil sur absolument tout. C'est-à-dire que là, on a pris la guerre de l'eau qui profite à TSMC, parce que c'est un exemple, d'accord, et que parce que Gradiant a publié quelque chose là, cette semaine, et donc on est toujours dans l'actualité de notre innovation. Mais il faut bien vous dire que c'est partout pareil. Et de l'ultra-optimisation, vous commencez à en avoir partout. Et encore plus si vous allez dans une politique, ce que je pense qu'on ne va pas voir, mais qu'on soit en inflation ou en déflation, c'est la même chose. Quand vous êtes en inflation ou en déflation, l'entreprise, elle a intérêt à s'optimiser le plus possible. Soit pour minimiser la déflation, soit pour minimiser l'inflation. Donc je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on va avoir comme innovation et ce genre de choses. D'ailleurs, Govidan, le CEO de Gradiant, le dit, hein, la plupart, sinon la totalité des conseils d'administration reçoivent des rapports sur les facteurs de durabilité. Donc ça, c'est des choses importantes. J'en parle pourquoi? Parce que depuis quelques mois, depuis qu'on commence ces lives, je vous prends la tête tout le temps en vous disant la future grande tendance dans l'industrie, c'est le recyclage. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est un facteur de multiples impacts. Déjà au niveau coût carbone, recycler c'est mieux. Et le coût carbone, vous allez commencer à l'avoir partout. Les Chinois commencent à le mettre en place, la plupart des pays commencent. Enfin, au bout d'un moment, c'est un truc qui va se développer et qui sera utilisé à l'international. L'impact écologique, c'est bon pour les sociétés. Et surtout, le prix. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'ouvrir des mines et d'éventrer la terre partout dans le monde. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on ait une capacité de recycler ce qu'on utilise pour avoir une chaîne qui fait que l'ajout de matières premières dont on a besoin chaque année est assez limité parce qu'on réutilise ce qu'on a déjà consommé avant. Et Dieu sait qu'on en a consommé, donc on en a dans nos décharges à utiliser. Et aussi ce qu'on jette chaque année, qu'on le réutilise. Donc ça vraiment, c'est ça la bonne écologie. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, mais dans les 10-15 années qui viennent, il y a beaucoup de sociétés qui vont faire d'énormes progrès, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une hyper innovation sur le côté écologique. Et je pense fondamentalement que nos prochaines licornes, dans 10 ans, ce genre de choses, ce seront des entreprises qui auront créé des choses dans l'écologie. Et ce seront des sociétés qui auront créé des manières d'optimiser des processus de fabrication et des processus de vie pour limiter notre impact. Mais quand je dis limiter notre impact, c'est pas nous empêcher de faire. C'est pas nous dire, par exemple, on ne prend plus l'avion.
mais c'est créer un avion qui pollue pas, avec une capacité de dire que quand l'avion il est trop vieux, on est capable de réutiliser toutes les vieilles parties et d'en faire un nouvel avion, ou d'en faire une partie de nouvel avion. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que nos entreprises travaillent, et c'est des choses qui vont créer la différence. Parce que dans un avion, toutes ces parties, tous ces impacts matériaux, ils ont un coût. Si on avait une capacité de les réutiliser, mais en fait, vous pourriez avoir un peu un système de, bah, tu me rachètes mon nouvel avion, je te reprends ton ancien, j'utilise une partie de ton ancien pour faire le nouveau, ça me fait des économies de coûts, et vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et ça crée une vraie barrière à l'entrée pour ceux qui ont la capacité justement d'afficher ça, et ceux qui ont la capacité d'afficher ça, c'est des groupes d'une certaine taille. C'est-à-dire que vous ne pouvez faire un recyclage d'un avion que si vous vous appelez Boeing ou Airbus. C'est pas possible autrement, parce qu'il faut une taille considérable. Donc moi je pense qu'on est de plus en plus dans l'innovation. Il y a de plus en plus de sociétés qui souscrivent aux engagements de l'ONU. Donc le net zéro impact, ce genre de choses. On l'a beaucoup vu dans les sociétés de la tech, Google, Microsoft, ce genre de choses. Moi je pense qu'on va commencer à le voir de plus en plus dans les industriels. Et donc je pense que ça va driver des vraies innovations. Et je pense que ça c'est de la bonne écologie, beaucoup plus que le fait de nous faire chier. Est-ce qu'il faut qu'on arrête de prendre l'autoroute à 130, à 120? Est-ce qu'il faut qu'on... Enfin, pour moi, ça c'est autre chose. Là où il faut investir massivement, c'est dire aux industriels, vous voulez améliorer votre coût carbone, vous voulez améliorer vos dépenses d'eau, vos dépenses d'électricité, on vous aide. Donnez des aides à ces gens-là pour qu'ils s'optimisent ce genre de choses. Ça a beaucoup plus d'impact que l'autre écologie. Et je suis très triste que mes amis écologistes soient fondamentalement des gens qui sont contre la croissance la plupart du temps et contre l'industrie et contre le capital en général et qu'ils oublient ce genre de choses parce que moi je pense qu'on a beaucoup d'optimisation à faire dans nos usines et qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on ferait mieux de plutôt se mettre à réfléchir à ça plutôt que de se réfléchir est-ce qu'il faut qu'on aille à 125, 120, 130, est-ce qu'il faut qu'on amène nos enfants en trottinette, en vélo, en pétrolette, enfin bon, voilà. Même si à mon avis, plus on réduit la vitesse sur les autoroutes, plus on diminue le nombre d'accidents, ça c'est un fait, hein. C'est un fait informatique, quand vous modélisez, vous montez le risque, plus vous allez vite, après la vie n'est qu'un risque. On continue. Meta qui veut la plus grosse, hein, mais la plus grosse calculatrice, attention, hein, pas de ça chez nous. Donc là, vous avez le nouveau supercalculateur de Meta. Ce qui est intéressant dans ce nouveau calculateur, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Déjà, ils veulent le plus puissant au monde. D'accord? Donc c'est quand même des choses assez importantes. Ce qui est intéressant vraiment pour nous, c'est quoi? C'est que le but de Meta là, c'est pas d'avoir un supercalculateur pour s'amuser à faire un peu de recherche, mais c'est pour avoir une vraie application en temps réel sur les plateformes de Facebook et de Meta. Et ça c'est intéressant parce que pendant longtemps, les supercalculateurs s'étaient réservés à l'industrie et à la recherche. Et puis les autres, ils trifouillaient un peu des trucs, mais il n'y avait pas vraiment des exploitations temps réel. Là, c'est quelque chose que Meta va exploiter en temps réel. Pourquoi? Donc le supercalculateur, il va travailler avec un langage naturel qui est sur GPT-3, on en a déjà parlé, hein, c'est un algorithme, avec 175 milliards de paramètres, hein, et ça ne devrait que croître. Donc ça, c'est quand même quelque chose de ultra important. Et le but, c'est de faire un réseau neuronal qui est capable d'apprendre. Et l'idée de Facebook et de Meta, c'est quoi? C'est d'utiliser ça pour surveiller optimalement le réseau social, pour limiter l'impact de mauvaises pratiques ou ce genre de choses. Parce qu'il est évident que dans un monde où nous créons des milliards et des milliards d'interactions chaque jour sur le online, personne n'a une capacité de vérifier tout ce que je vais publier sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat tous les jours pour vérifier que je ne fais pas d'abus. On ne peut pas mettre un modérateur sur chaque plateforme pour chaque mec derrière. C'est impossible. Déjà parce que quand on regarde ce que vous produisiez chaque jour en contenu numérique, s'il fallait un modérateur, ça suffirait même pas.
il faudrait 2 modérateurs. C'est un peu comme vouloir mettre un policier derrière chaque habitant pour vérifier qu'il se comporte bien. Vous vous rendez vite compte que c'est pas possible. Donc il faut optimiser. Et là, ils vont optimiser à travers le plus gros supercalculateur. Donc ça nous montre quelque chose qui est vraiment intéressant. D'accord? Le but, c'est quoi? C'est d'aller voir des centaines de milliers, enfin de millions d'heures de vidéos, d'aller décortiquer des photos, ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous montre de plus en plus que ces entreprises-là, elles vont avoir un impact et un moat encore plus considérable qu'avant. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, vous vous appelez Meta, vous pouvez avoir votre plus gros calculateur pour vérifier votre plateforme. Vous vous appelez Solocal, c'est compliqué. Et pourtant, on crée du contenu sur Solocal. Vous vous appelez Telegram, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas la taille. Donc en fait, il faut se dire quelque chose aussi, c'est que le web nous pousse à être de plus en plus dans le monopole. Pourquoi? Parce que le coût de surveillance, de cybersécurité des applications web ne fait que croître et ne fera que croître. Et donc pour amortir ce coût, il vous faut de la taille. Voilà. C'est basique, c'est tout ce qu'on veut. On passera aussi sur le fait que là, c'est un supercalculateur qui travaille avec Nvidia, donc ça va pousser Nvidia. Je vous ai déjà expliqué les grosses recherches de Nvidia sur ce qu'on appelle les Digital Twins, donc qui sont des capacités à créer des répliques numériques d'usines, de corps humains, enfin de tout ce qu'on veut dans le digital pour modéliser des choses en amont et pouvoir savoir comment les choses vont se passer après en aval dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très très intéressantes. C'est d'autant plus intéressant que Google a dit que ça les intéressait aussi, eux, d'aller sur ce domaine-là, que Microsoft, ils sont très intéressés aussi pour faire des supercalculateurs pour, par exemple, traquer ceux qui trichent dans les jeux vidéo. Ça vous montre à quel point vous pouvez aller loin. C'est-à-dire créer un supercalculateur pour traquer des gens qui trichent dans des jeux vidéo. Vous vous rendez compte l'investissement qu'il faut pour faire en sorte que vos jeux vidéo ils soient sans personnes qui trichent. C'est considérable. Vous vous appelez Ubisoft, vous ne pouvez pas avoir votre supercalculateur pour traquer les tricheurs, c'est pas possible. Donc à la fin, vous êtes obligé de fusionner avec ces plateformes parce que si vous voulez avoir la qualité de service la plus optimale, il faut aller sur des investissements qui sont massifs. Et c'est ça qui change des anciens monopoles qui avaient des investissements un peu plus limités, c'est que ces nouveaux monopoles ont des investissements très 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 massifs, voire même plus que massifs. On passe après avec une autre chose qui est de cette semaine, c'est une imprimante 3D qui fait baisser les prix de l'immobilier. Donc vous savez, aux États-Unis, les prix des maisons ont grimpé en flèche. Ce qui a fait grimper en flèche les prix de l'immobilier américain, c'est pas qu'une question de spéculation, c'est aussi que pendant la crise du Covid, on n'a pas créé de maison et que tout ce qu'on ne crée pas pendant une crise, si après les gens ont besoin de le consommer, il faut le rattraper. Et généralement, vous le rattrapez par une spéculation à la hausse qui commence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une inflation. Sera-t-elle durable ou pas? On verra à la fin, mais on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, donc il y a une ONG qui crée des maisons aux États-Unis pour les familles les plus pauvres grâce à l'impression 3D. D'accord? Donc vous avez la photo de la maison qui est ici. Donc le but c'est quoi? C'est d'être sur des gens qui vont gagner entre 50 et 80% du salaire médian local de la zone. D'accord? Donc on est vraiment sur un impact social. Il y a énormément de grandes fondations de la Silicon Valley derrière cette ONG, donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est quoi? C'est la société qui fait ça. C'est la société qui s'appelle Alquist 3D, qui est une société qui cherche à réduire le temps pour construire des maisons et à les construire avec des imprimantes 3D. Alors c'est une grosse imprimante parce que c'est sur un gros portique qui avance et qui recule et qui va tout faire. Mais vous voyez que ça c'est des choses qui sont intéressantes. Parce que là où avant on ne faisait que des maisons il y a 5 ans avec des imprimantes 3D pour l'immobilier, maintenant on commence à faire des ponts. On commence à faire aussi des immeubles de 2-3 étages. Donc il y a une vraie innovation là-dedans. Ça ne s'est pas encore développé parce que ça manque de compétences. Il y a des problématiques de régulation, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment des choses qui sont très bien. Ça uniformise.
En plus d'avoir une uniformisation, ça permet de rajouter des choses qui rendent ces maisons plus efficaces énergétiquement, qui maximisent les capacités de surveillance en faisant des portes très solides, ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'avenir. Et moi je pense qu'un autre secteur où on va avoir beaucoup d'innovation et où les gens sous-estiment grandement l'innovation, parce que ça fait en gros 100 ans qu'on construit avec des maçons qui sont sur le terrain et tout, je pense que c'est l'immobilier. Alors on en parle assez souvent, mais là il faut savoir que construire les murs de la maison, hein, ça a pris que 28 heures. Donc c'est quand même très très intéressant. Ce qui posait des problèmes aussi à ces maisons-là, c'était que généralement elles étaient plus chères que les maisons en bois, hein. C'est-à-dire quand vous faites une maison en bois en kit en usine, généralement quand vous faisiez une maison en dur avec du ciment, avec une imprimante 3D, vous étiez sur des prix 10 à 15% plus élevés. Là, ce qui est intéressant dans la news de cette semaine, c'est quoi? C'est que la maison, là, en l'occurrence, elle vaut 15% de moins que la même si elle avait été en fer en bois et montée sur place. Donc ça, c'est très très intéressant. Et on ne peut pas dire que ça soit à cause du prix du bois qui s'est envolé, parce qu'il a beaucoup diminué depuis le début 2021 où il s'était vraiment envolé. Donc c'est vraiment des bonnes choses. Il y a des grosses innovations sur l'impression 3D avec des diminutions de prix. Alors, elles sont beaucoup plus limitées qu'avant. Avant, on était sur 50% de diminution de prix par an des maisons imprimées en 3D. Maintenant, vous êtes sur quelques pourcents, 5-6%. Mais on est arrivé à un tel niveau de compétitivité par rapport au reste que dans 2-3 ans, ça fera une vraie différence de prix de 20-25% par rapport au reste. Et donc, du coup, je pense qu'on sera sur quelque chose qui se déploiera à l'international facilement. On a aussi cette semaine les fermes verticales avec Upward Ferm qui est un partenaire pardon, j'ai perdu le nom. Euh, euh, oh, la grande chaîne de magasins américains, là, Walmart, de Walmart, qui, comme Walmart et Whole Foods, vendent les, euh, les, euh, les produits créés par Upward Farm. Et ce qui est intéressant, c'est que la société qui a été fondée en 2003, là, elle vient d'annoncer un nouveau giga entrepôt. Donc, ça sera un truc qui va s'étendre sur 2,5 hectares. Donc, pour vous donner l'idée, la plus grande ferme d'Europe à l'heure actuelle en ferme verticale, elle est sur 0,67 hectares. Donc, on est sur quelque chose de 3 fois cette taille-là, un peu plus. Donc, c'est quand même considérable. Ce qu'il y a d'intéressant aussi là, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils vont faire de l'aquaponie. Donc, en fait, ils vont mettre à la base des poissons, en haut des légumes et d'autres choses, et qu'en fait ça va s'auto-nourrir, et qu'ils vont faire ça sur un tel bassin qu'ils vont être capables de recycler l'eau, de faire des poissons sans OGM, sans rien, et ils se disent qu'ils sont capables d'aller tellement loin dans l'optimisation et dans la capacité de faire travailler les choses ensemble, que en passant de bassin en bassin ou de ce genre de choses, ils pourraient produire énormément de sous-poissons, donc de sous-variétés de poissons. Ils pourraient produire énormément de légumes différents, énormément de choses. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un autre secteur dans lequel on ne parle pas assez, et moi je vous en parle quasiment toutes les semaines parce qu'il se passe énormément de choses. C'est le secteur de la food. On pense trop encore que l'avenir, c'est le paysan avec ses 25 vaches qui fait du bio au fin fond de son champ. Ça existera, ça sera sûrement de la très bonne viande, de très bonne qualité, servie dans les grands restaurants. Mais je pense que ce qui va devenir vraiment la consommation de masse, c'est ces choses-là, parce que ça permet de marier un certain bien-être animal, une certaine qualité du produit avec une rentabilité. Et en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on cherche, avoir quelque chose qui est bon, pas cher et qui est bon pour la planète. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on va chercher. C'est intéressant. Ils disent déjà qu'ils pourraient passer sur des fermes d'ampleur encore plus grande. Il faut bien vous dire que l'ampleur de la ferme leur permet d'avoir un nombre de poissons au mètre carré d'eau qui est bien meilleur que ce qu'on fait en pisciculture habituelle. Donc ils font vraiment des grands efforts, et ces efforts ils sont permis par les gains de productivité qu'il y a, le fait qu'ils ont robotisé une grande partie de leur ferme verticale et qu'ils sont sur quelque chose de gigantesque. Au même titre qu'avant les entrepôts ils avaient une petite taille et que maintenant on a des entrepôts gigantesques comme Amazon, je pense que la ferme du futur ça sera des fermes en hauteur, et que quand on voit peut-être nos parkings à l'heure actuelle,
et ben peut-être qu'on aura beaucoup moins de voitures dans le futur parce qu'on en aura beaucoup moins besoin et qu'on recyclera ces parkings pour faire des fermes végétalisées en ville et que ça nous apportera beaucoup de bonheur. Donc Upward Farm, c'est une très belle société à suivre avec beaucoup d'innovations là-dessus. Et tendanciellement, du coup, ces innovations, forcément, elles vont driver quand même une décroissance. On en avait déjà parlé avec le poulet artificiel il y a 2 semaines. On en reparle avec les fermes verticales cette semaine. On a aussi le Quantique qui a fait un nouveau record parce qu'il y a 3 équipes qui sont arrivées à un taux de correction de 99%. Donc ça, c'est ce qu'on cherche dans le Quantique. Donc voilà, il y a la petite vidéo là. Donc je vais me taire et vous affichez la petite vidéo qui dure 3 minutes et après on passera au reste. Alors, hop là. There's actually many layers you need for a workable quantum computer, from the hardware quantum level all the way to the stack of classical control electronics. The real goal for people like me and my team that make the quantum computing hardware is to have the ability to do the quantum operations with less than 1% errors on average, which means the fidelity of the operations is better than 99%. Today we have achieved. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est aller chercher le fait qu'on fasse moins d'1% d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose de considérable. Hein. Bon, comme d'habitude, quand on parle du quantum, il y a 10 ans, les gens s'imaginaient qu'on mettrait 20-30 ans pour le faire. Et finalement, on y arrive maintenant. On va continuer la vidéo et on fera les commentaires à la fin. Exactly that. We have demonstrated better than 99.9% fidelity of quantum logic operations on each individual qubit, 99.3% on the 2-qubit operations, and 99% fidelity in preparing and reading out the information in the qubits. So now we have all the ingredients necessary to start building a scalable quantum computer. This was obtained in a silicon chip where the quantum information is encoded in the nuclei of phosphorus atoms implanted in the chip. And the whole system is fabricated with a method that is adapted from the same manufacturing methods that are used for the classical computers and mobile phones that we use every day. Our device contains 3 qubits, 2 nuclei, and 1 electron that wraps around both of them. Each of these qubits can be easily controlled using magnetic resonance. But the tricky part is how to make a 2-qubit operation between the nuclei. For this purpose, we have used something very cool called topological phase. You see, in quantum physics, if you take a spin and make it rotate full 360 degrees, it doesn't just come back to the same state. It gets a minus sign. In practical terms, this means that the rotation of the electron causes the rotation of the second nuclei, but only if the first one is pointing down. If instead the first one is pointing up, the second one doesn't move. This is a 2-qubit logic gate for nuclear spins. The same operation can be used to put nuclear spins in a quantum entangled state, which is a key resource for quantum computation. To prove these qubits were really good, we had to confirm that they could execute quantum logic gates, basically machine language instructions for qubits with really high fidelity. We developed a totally different approach called gate set tomography. It's kind of like a medical CAT scan, but for qubits. We ran a lot of different programs, and then we synthesized their results together to make a high-resolution picture of all the logic gates. And that picture confirmed really high-fidelity gates. The reason nuclear spins make such great qubits is that they are extremely well isolated from the rest of the world. But this raises the question, how do you scale up a nuclear spin quantum computer? Here we have the solution. Use the electron spin. By adding just an extra rotation to the electron, we can create an entangled state of all 3 qubits. And now, the electron can be entangled with other distant electrons, which are themselves entangled with their own nuclei, and so on. And we know from previous experiments that the electron can even be moved across the device while retaining its quantum information encoded in it. As it happens,
The quantum gate fidelities better than 99% have been demonstrated at the same time in 2 other experiments on silicon qubits. The whole silicon quantum computing community is reaching this level of maturity together. The free circulation of ideas and people and even materials has been really important for our community to grow to this level, and we are really excited to continue on this path. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que vous savez que je vous l'ai dit depuis longtemps, une théorie chez moi qui dit que on va vers quand même quelque chose de croissance important et on va passer par une croissance un peu molle. Après, on va être sur une hyper croissance, mais c'est pas encore le cycle qu'on voit actuellement, c'est plutôt un cycle qu'on aura peut-être dans 15-20 ans, je pense. Mais que ça va se faire par étapes. On va passer par un moment où il faut investir beaucoup pour faire la transition. Et puis après, on va profiter de ces investissements. Mais là, on est encore dans le moment où il faut beaucoup innover. Ce qui me rend optimiste, c'est justement ça. C'est-à-dire que vous avez 3 équipes qui arrivent à le faire en même temps. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à le faire en même temps? Parce que tout le monde discute, parce que dans la communauté scientifique, tout le monde réfléchit en même temps. Et donc, tout le monde trouve. Et cette effervescence de l'innovation, c'est quelque chose qui me rend très optimiste. Parce que ça veut dire que devant chaque problème, vous avez énormément de gens qui s'y attellent et qui vont réussir à passer outre ce problème. Et je pense que trop souvent, on se regarde, en France surtout, mais même ailleurs dans le monde, et on se dit, on va pas passer l'étape, on va pas réussir. L'écologie, c'est pas possible. Le trou dans la couche d'ozone, c'est pas possible. Mais on fait des efforts et on y arrive. Donc moi je vous dis, à mon avis, on va y arriver. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que dans le quantum, on retrouve plus ou moins la même chose que ce que je vous avais dit dans la fusion qui était intéressant, c'est-à-dire ces multiples pistes différentes. Parce que là, en l'occurrence, sur des couches de silicium, ils ont utilisé 2 méthodes différentes. Donc il y a eu 3 équipes qui ont réussi avec 2 méthodes différentes. Et vous avez aussi tous les autres gens qui ont décidé de passer à d'autres choses que du silicium parce qu'ils pensaient qu'il fallait passer à d'autres choses pour réussir avec le quantum. Donc ça vous montre toujours cette idée que on a de plus en plus d'universités de talents, on a de plus en plus de gens qui ont accès au savoir et on l'amène de plus en plus loin maintenant avec les MOOC, avec ce genre de choses. Donc vraiment, il y a de plus en plus de compétences. Et cette compétence fait que chacun va dans sa propre direction en essayant toujours de donner ses infos et ce qu'il fait aux autres. Et que du coup, ça fait une émulation de groupe qui est considérable et qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps, l'innovation, elle était cantonnée à une zone géographique et elle mettait beaucoup de temps à devenir mondiale. Maintenant, vous vous rendez compte, l'innovation, elle va excessivement vite et elle est quasiment, dès que vous créez quelque chose, l'innovation de cette chose est mondiale. C'est magnifique. Profondément, c'est magnifique. Hop là. Donc, voilà. On va passer à l'hebdo crypto. On va pas faire les coins de la semaine parce que ça, j'ai pas eu le temps de les changer aujourd'hui. Donc, c'est ceux de la semaine dernière. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De toute façon, on a bien rebondi. Donc, ça serait que des coins qui rebondissent, ce genre de choses. Enfin, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Je suis désolé. J'ai vraiment oublié de les changer. Donc, voilà. On continue. Ce qui est intéressant, c'est quoi cette semaine? C'est qu'en Allemagne, on commence à avoir des lois pour les crypto-monnaies. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'un pays qui était en avance là-dessus, c'était l'Australie, qui commençait à créer un vrai chemin pour les entreprises pour avoir quelque chose de réglo. Parce qu'il est vrai que le problème de l'industrie de la blockchain, c'est que comme les lois sont très complexes et ne conviennent pas forcément aux actifs qui sont dans l'univers de la blockchain, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais vous commencez à avoir des vraies choses et donc ça pousse les gouvernements à s'y adapter. Parce que par exemple, la bourse de Stuttgart a un service qui s'appelle Bison, qui a doublé son nombre d'utilisateurs à 550 000 et les volumes de transactions, ils ont atteint 5,6 milliards. Et ça, c'est que des transactions crypto. Vous avez les NFT dans le foot, les NFT dans les musées, dans les ventes aux enchères, ce genre de choses. Et donc les clubs de foot allemands, ils veulent profiter de cette manne financière des NFT dans le sport et ils demandent à ce qu'on mette en place des règles. Et donc l'Allemagne est en train de créer un cadre
pour réfléchir à ce genre de choses et à l'adaptation des NFT et à l'utilisation de ces NFT dans le sport. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Donc attention, tout n'est pas magnifique. Par exemple, l'Allemagne a annoncé aussi une nouvelle hausse, enfin une adaptation des taxes sur les crypto-monnaies qui est défavorable aux holders de crypto-monnaies. Beaucoup critiqueraient ça, moi je trouve que c'est une reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous commencez à taxer les crypto-monnaies comme on taxe les investissements dans l'immobilier ou dans les actions, ça veut dire que vous commencez à reconnaître la chose et que vous arrêtez de regarder les gens un peu comme des farfelus en disant ouais, faites votre truc dans votre coin, c'est 1000 euros dans des jeunes, dans des comment ça s'appelle, dans des garages, on s'en fout et on traite pas le problème. Ça montre vraiment qu'il y a des choses. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que ça va amener forcément un nouvel apport de capital pour ces pays qui vont le réinvestir. Donc ça, c'est des choses qui sont structurellement des choses de croissance, hein, parce que comme on a créé énormément de valeur avec les crypto-monnaies, forcément, si une partie de cette valeur retourne aux États, va y avoir des investissements, de l'innovation, et c'est un truc qui s'auto-entretient. Donc ça, moi, je pense que c'est un truc qu'il faut absolument continuer à regarder de plus en plus. Hein. Surtout que là, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Allemagne a consenti au fait qu'il fallait réfléchir à la tokenisation de différents actifs, dont des actifs immobiliers, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que en 2017 et tout, on était nombreux à croire à la tokenisation de l'immobilier. Et en fait, là où ça a merdé, c'est qu'on n'avait pas les outils légaux pour le faire, et donc que ceux qui l'ont fait en passant un peu sur la ligne rouge, et forcément ça n'a pas marché. Mais si demain on vous permettait de tokeniser vraiment des actifs et de savoir ce que vous détenez et d'avoir une capacité de mieux contrôler, bah ça aurait beaucoup de valeur. Par exemple, vous auriez la possibilité de dire dans une SCPI, je veux bien acheter tel et tel immeuble de la SCPI, mais je ne veux pas tout acheter. Et donc au lieu d'acheter un panier, vous aurez la capacité de créer vous-même votre panier de façon intéressante. Alors qu'à l'heure actuelle, vous voulez créer un panier immobilier à part acheter une SCPI, et donc c'est pas vous qui décidez des biens, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors il faut avoir un impact financier qui est considérable. L'autre problématique, c'est que par exemple, vous voulez détenir un bout d'un hôtel exceptionnel, c'est pas possible. Vous pouvez pas. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont pouvoir être tokenisées. Le fait que le gouvernement allemand s'y mette, c'est une très très bonne nouvelle. Alors après, ils sont au début du processus. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau sur lequel ils sont en train de réfléchir et tout ça. Mais ça va dans le bon sens pour nous. Vous avez aussi Crypto.com qui a sorti son étude avec l'idée qu'on serait 1 milliard d'utilisateurs de crypto en 2023. Donc ça vous montre quand même la croissance. Là, vous le voyez, hein, en janvier de l'année dernière, on était à peu près un peu moins de 100 millions, enfin 106 millions d'utilisateurs de crypto. On est passé quasiment à 300 millions en décembre. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. D'accord ? L'adoption, elle est encore très limitée. On est à moins de 4% de la population qui a accès aux cryptos. Mais là, vous êtes comme sur Internet. Vous êtes sur une courbe de croissance comme sur Internet. Des choses qui sont importantes. Donc, je pense qu'entre guillemets, pour la crypto-monnaie, c'est vraiment le pivot. C'est-à-dire que soit les gouvernements mettent le haut là, on se casse la figure et c'est fini. Et là, il faut que les Américains et tout ça, ils disent on n'en veut plus et qu'ils mettent le frein. Soit on va passer après très rapidement les 10, les 15%. Et une fois qu'on aura passé ça, ça sera plus arrêtable. Parce qu'il y aura beaucoup trop d'externalités négatives pour arrêter les crypto-monnaies. Donc ça va de plus en plus vite. Alors là, comme les marchés ils sont un peu baissiers, ça fait que vous avez moins de croissance du nombre d'utilisateurs. Vous le voyez, hein, de novembre à décembre, vous avez pris que 3 millions d'utilisateurs, donc c'est assez limité. Bon, moi je suis convaincu que dès qu'on va passer dans le prochain cycle, on passera facilement les 500 millions d'utilisateurs. Le milliard en 2023... ça me paraît un peu agressif, mais je pense que 500-600 millions d'utilisateurs en 2023, c'est très probable. Et le milliard en 2024, c'est quasiment assuré. Donc ça vous montre vraiment la puissance de ce secteur. Hop là. Là, vous voyez la différence. Hein. C'est les owners de différentes cryptos dans ceux qui viennent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ceux qui rentrent dans le marché, eh ben, avant ils achetaient beaucoup de bitcoin
Et maintenant, vous voyez que depuis qu'on est vraiment sur le Bitcoin, sur une tendance baissière, vous avez plutôt des achats d'Ethereum. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que Ethereum, c'est toujours pas un truc scalable et utilisé par beaucoup de monde. Ce qui est aussi une bonne chose, parce que ça veut dire que si demain on arrive à le rendre scalable et à le rendre utilisable par beaucoup de personnes, sa valeur va beaucoup monter. Parce que ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est que vous commencez à avoir beaucoup de gens qui l'utilisent, que beaucoup de gens en veulent, ce genre de choses. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça montre aussi pourquoi est-ce que les Layer 1, les Layer 2 et tout ça sont des choses qui sont intéressantes. Parce que vous avez un énorme problème pour Ethereum, vous le voyez bien là. Hein. C'est un protocole de baleine, quoi. C'est un protocole de whale pour les gens comme moi. Mais pour les petits acteurs, c'est vraiment problématique parce que les frais de transaction sont trop élevés. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir surveiller. Vous avez aussi dans Parlons Crypto cette semaine Twitter qui, à travers Blue, qui est une fonction payante de Twitter, permet d'utiliser vos NFT pour valider vos profils Twitter. Donc la petite icône que vous aurez sur votre Twitter correspondra au NFT que vous détenez. Et ça sera sécurisé. Donc c'est une nouvelle manière. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est quoi? C'est que Meta veut se lancer dans exactement la même chose. Et se lancer dans aussi des prototypes pour que les gens qui aient des Instagram, des choses comme ça, puissent créer leur propre NFT. Donc ça, c'est vraiment, ça vous montre qu'il y a vraiment de l'avenir. Et il y a la même chose sur YouTube. Et en plus, ce qui est très marrant sur YouTube, c'est que le chargé du gaming, donc le responsable de la partie gaming de YouTube, il vient de partir de chez YouTube pour aller travailler dans les NFT. Donc vous voyez de plus en plus de gens de la tech s'investir très fortement dans les NFT. Moi, je pense toujours que c'est une très bonne technologie, malgré le fait que là, on vend un peu tout et n'importe quoi. Le mec qui prend des selfies de lui, la fille qui s'est fait virer de son métier d'infirmière parce qu'elle avait un OnlyFans et qui commence à faire ses NFT et qui ramène des millions, enfin ce genre de choses. C'est la hype du moment. Derrière ça, il y a une vraie technologie. Vous le savez, depuis quelques temps, je vous parle souvent du Phygital et de ce que la technologie des non-fungible tokens peut être le lien entre un actif physique et un actif digital et peut permettre de relier les deux actifs. Donc moi, j'y crois beaucoup. Voilà. Vous avez la Russie aussi qui fait un peu comme la Chine. C'est-à-dire que le ministère des Finances russe sort la carotte. Pendant quelques temps, ce qui a fait baisser le marché des cryptos aussi un petit peu, alors c'était la faiblesse de Wall Street, mais c'était aussi poussé par le fait que la Russie, qui est quand même un gros pays de crypto, parce qu'il y a plus de 100 milliards d'actifs là-bas, la Banque centrale russe avait dit qu'il fallait interdire le minage, interdire la détention de crypto, tout. Alors tout le monde s'était énervé en disant ah, vous vous rendez compte, la Russie, machin. Alors déjà que des pays comme la Russie et la Chine ne veuillent pas perdre leur impact sur leur population, alors que c'est des pays qui sont des pays qui gèrent de très près leur population, ça me paraît normal. Et les cryptos, comme forcément c'est pas vous qui le gérez parce que c'est des choses qui sont gérées par d'autres, forcément vous pouvez avoir peur. Donc c'est des pays qui, à mon avis, de toute façon ne seront jamais très sensibles aux crypto-monnaies, même si leur population, elle l'est. Ce qui est d'ailleurs un risque pour eux. Mais ce qui a changé, c'est quoi? C'est que le ministère des Finances russe a, quelques jours plus tard, sorti la carotte en disant qu'il ne voulait pas du tout supprimer le droit de miner des bitcoins ou le droit de détenir des crypto-monnaies, ce genre de choses, mais qu'il voulait le réguler et travailler à la régulation. Donc ça vous montre aussi une bonne chose. Moi, je pense que plus on va vers la régulation, plus on travaille avec... pour une adoption majeure des crypto-monnaies, plus l'univers va commencer à être sérieux et plus on en sera gagnant. Voilà. L'idée qu'on peut gérer notre univers en dehors des États comme on fait d'une manière un peu punk et tout, ça me paraît assez fou. Ça me paraît pas du tout la bonne manière à adopter. Et je pense que plus on sera dans une discussion constructive avec les États et que tout le monde tirera parti de l'univers des cryptos, mieux ce sera pour tous les acteurs du secteur. Vous avez Amex aussi qui va permettre d'échanger ses points de fidélité contre des cryptos. Donc par contre, ce qui est un peu dommage chez Amex, c'est que si tous les concurrents d'Amex se sont mis en place
pour que leur carte de crédit, on puisse avoir des crypto-monnaies dessus, bah, ils pensent que le CEO d'Amex pense que c'est pas encore le temps et que c'est pas pour tout de suite qu'on verra une carte Amex liée aux crypto à 100%. Je pense que le fait de voir les points de fidélité et de transformer les points de fidélité en crypto, c'est un moyen pour Amex d'aller tester la pétence. Je pense que s'ils voient qu'il y a de la pétence, ils feront le chemin pour amener une carte bancaire Amex liée aux crypto-monnaies très rapidement. Donc je me fais pas trop de soucis. De toute façon, si eux le font pas, les autres le font. Donc je vous dirais qu'ils seront bien obligés de suivre les autres. On continue du coup avec l'hebdo du gaming. Donc il y a EA qui nous annonce des nouveaux jeux Star Wars. Donc ça c'est intéressant parce que pendant un temps il y avait eu un petit peu des peurs sur le fait que Disney, ils avaient par exemple amené la licence Star Wars à Ubisoft pour faire un jeu open world. Donc il y avait des gens qui avaient eu un petit peu peur en se disant est-ce que EA va pas perdre une partie de ses avantages qu'il a sur la licence Star Wars. Bon, il se trouve que la stratégie qui semble celle adoptée par Disney, c'est d'aller se mettre avec les meilleurs de chaque secteur et de chaque univers du jeu vidéo pour utiliser leur licence. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ils vont sur un support qui était assez peu connu ces dernières années par la licence Star Wars, mais qui l'avait été avant, c'est-à-dire les jeux de stratégie, avec les anciens de l'équipe du développeur du jeu XCOM, qui ont créé un nouveau studio qui s'est allié à Respawn et à EA pour créer un nouveau jeu de stratégie autour de la licence Star Wars. Donc je pense que ça c'est une stratégie très intéressante de la part de Disney, c'est de se dire on va pas avoir les studios en interne, mais on va choisir les tops du top dans la stratégie, les tops du top dans le monde ouvert, les tops du top dans tel jeu, dans le FPS, dans machin, et on duplique notre licence et on l'exploite sur plein de supports différents et on essaye de créer toujours plus de choses. C'est intéressant pour le pipeline de EA parce que ça rajoute quand même 2 gros jeux qui sont assez massifs, dont un qui sera édité par Respawn et qui sera un FPS. Donc on est sur des choses habituelles pour Star Wars, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour EA. On a aussi un nouveau rapport de Interprète qui est un sondeur qui nous montre qu'il y a 57% des joueurs qui seront intéressés par des NFT. Donc ça et par gagner des NFT surtout. Donc ça c'est intéressant. Je pense que pour les éditeurs de jeux vidéo, vendre des NFT, c'est quelque chose qui sera très compliqué. Par contre, là où je pense que les éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft, comme Xbox, comme Sony et tous les autres du secteur peuvent faire beaucoup d'argent, c'est que je pense que beaucoup de joueurs voudront gagner des NFT en jeu et les échanger. Et je pense qu'il y aura une capacité pour nos éditeurs de prendre un petit pourcentage à l'échange. Et donc du coup, dès qu'il y aura des spéculations ou dès qu'il y aura des échanges, bah forcément ça fera rentrer un peu des sous dans la caisse. Et je pense que ça c'est très très intéressant. Je pense que c'est bien en évolution du Web 2 vers le Web 3, c'est-à-dire on a passé du temps dans le jeu, on détient des actifs, on décide de les vendre et du coup on gagne énormément de l'argent et la plateforme nous prend une petite commission. Et ça je pense que c'est un moyen de grandement améliorer le revenu par joueur pour les acteurs du jeu vidéo, tout en favorisant les joueurs qui jouent beaucoup. Donc je pense que ça c'est très très intéressant pour nous. On voit quand même que ceux qui sont pas du tout intéressés, ils sont assez limités, alors qu'on est dans quelque chose d'assez nouveau. Alors c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, donc il faut un peu limiter cette idée, parce que peut-être qu'en Europe les résultats seraient un peu différents, ce genre de choses. Mais je suis convaincu qu'on est au tout début des NFT et que dans 5-6 ans, la plupart des jeux nous laisseront gagner des NFT et que ça fera partie de l'écosystème des studios de jeux vidéo. Et il faut bien se dire que c'est important parce que c'est du coup une nouvelle pierre à l'édifice de la monétisation pour ces studios, et donc c'est quelque chose de très très intéressant. On a Microsoft qui a publié hier, donc on va pas commenter la publication hein, parce qu'on va éviter de faire des commentaires par société. Mais ce qui était intéressant c'est quoi? C'est qu'ils nous ont annoncé 20 millions de joueurs sur Halo, 18 millions de joueurs sur Forza et 25 millions de personnes pour abonner au Game Pass. Donc ça c'est quand même des chiffres d'une certaine importance. Ils ont parlé de façon importante du Game Pass. Donc ça vous montre ce que je vous raconte depuis un certain temps, c'est-à-dire que Microsoft veut pousser son Game Pass. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 20 millions de personnes pour Halo, c'est quand même considérable. Vous avez la série qui va bientôt sortir, donc vous avez tout de suite
cette vision que je vous raconte de plus en plus, c'est on essaye de créer une licence et on essaye d'exploiter sa licence sur toute la durée. Et quand vous avez 20, 25, 30 millions de joueurs, et ben c'est facile d'aller après en convaincre 50% d'aller regarder une série, 10% d'aller acheter une figurine, ce genre de choses. Et vous pouvez faire énormément de revenus additionnels comme ça autour. Et donc je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui va être très très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est Stillfront qui va racheter la société hongkongaise Six Wave qui appartenait à 34,8% à Nexon qui va vendre ses parts. Le rachat sera pour 201 millions, donc ça va rapporter un peu plus de 90 millions, un peu moins de 90 millions d'euros à Nexon. Ce qui est intéressant pour Nexon, c'est quoi? C'est que Nexon, c'est un studio qui pendant longtemps avait pas beaucoup bougé, et là depuis quelques temps, il bouge énormément, ils vendent des participations. C'est très intéressant parce qu'en Asie, généralement, les entreprises sont plutôt dans l'attente. Quand elles font un partenariat capitalistique et que ça marche pas, généralement, elles gardent les titres très longtemps et elles font pas des arbitrages. Et là, on commence à voir Nexon qui fait des arbitrages. Vous commencez à avoir des acteurs japonais du jeu vidéo qui commencent à faire des arbitrages. Donc même dans ces pays où on avait tendance à avoir une tectonique des plaques qui était très très lente et qui était plutôt sur des copartenariats, enfin des partenariats capitalistiques de très long terme, ce genre de choses, on commence à voir de plus en plus de mouvements avec des acteurs américains qui rachètent des studios là-bas, des acteurs asiatiques qui se rachètent entre eux. Donc moi je pense que ça nous montre encore plus que c'est de plus en plus l'année où la tectonique des plaques dans le secteur du jeu vidéo, dans le MA va être très importante et où tout le monde veut se renforcer. Donc pour moi, en tant qu'acteur et en tant qu'investisseur dans le secteur, je pense que c'est un secteur qu'il faut avoir dans l'œil et il faut chercher les sociétés qui ont vraiment des petites pépites qui peuvent avoir une grande valorisation à long terme et qui ont des vraies compétences avec des gens qui sont liés à ça ou des sociétés qui grossissent très vite et qui ont la capacité de devenir des vrais leaders. On va passer à l'hebdo des marchés. Donc, c'était un peu pour vous rassurer. Faut-il avoir peur du méchant crack? Parce que c'est le crack. Moi, je vous dirais, j'ai beaucoup aimé cette semaine. Pourquoi? Parce que j'ai perdu plus d'une maison en valeur et j'ai été capable d'en rigoler. Et ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai plus de notion de l'argent. C'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas aimé vendre au plus haut et racheter au plus bas. C'est pas du tout ça non plus. Mais ça, je sais pas le faire. Donc ça, j'avais déjà appris que je savais pas le faire. Ça veut juste dire que j'ai appris à relativiser et à me dire que le crack qu'on vivait là, c'était qu'une étape et que c'était pas grave. Et ça, c'est quand même important pour sa santé mentale. Et n'oubliez pas une chose, ce qui fera de vous un investisseur qui a la capacité de gagner de l'argent dans le temps, c'est votre santé mentale. Ce qui va changer de 95% des autres investisseurs que vous allez croiser, c'est que la plupart, même ceux qui sont très bons, ils vont exploser à un moment ou un autre parce qu'ils n'ont pas la santé mentale qui suivent et que les marchés, c'est tellement on monte, on descend, on va à droite, à gauche, devant, derrière, que ça peut très vite vous épuiser et que quand vous êtes épuisé, là, vous risquez de faire des conneries. Donc, je vous ai mis un petit graphe pour vous montrer un peu ce qui se passait. Donc, vous voyez que par exemple, en 1980, on fait une correction de 17%. Un an plus tard, on a rebondi de 33% sur les plus bas. D'accord. Le rendement sur 2 ans, il est de 10,6%. C'est pas dégueulasse. Vous pouvez le compléter. Alors, il y a des rares années où ça s'est mal passé. Par exemple, vous avez 2000 où ça s'est encore effondré après l'effondrement. Et l'année c'est mal passé après ensuite. Vous avez, comment ça s'appelle, vous avez 2007 avec la crise de 2008 où ça s'est effondré, ça s'est encore effondré après et ça a mis beaucoup de temps à monter. Après, vous regardez tous les autres, c'est-à-dire que vous avez, allez, 3-4 années, enfin 3-4 fois où il y a eu une grosse correction et où ça s'est suivi d'une vraie crise et d'un vrai crack et il y a eu des vrais problèmes. Vous regardez tous les autres, on s'est fait peur et on est remonté aussi vite que ce qu'on s'était fait peur. Donc, est-ce qu'on est face à un crack ou pas? Moi, je sais pas. Je pense que non. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut relativiser et que c'est le moment peut-être d'arbitrer certains dossiers qui vous paraissent que vous voulez vendre depuis un certain temps, ce genre de choses. Mais c'est pas le moment de jeter l'eau avec le bébé du bain, de vendre tout, de passer full cash, ce genre de choses. Moi, je pense que non. Il faut faire business as usual. Vous achetez les valeurs qui vous pensez vont vous rapporter le plus dans les années à venir, qui ont des business qui sont intéressants.
Si après, forcément, vous avez des petites PME qu'elles ne corrigent pas et qu'à côté de ça, vous avez du Google qui perd 50%, bah forcément, vous allez vendre votre petite PME pour acheter du Google. Ça paraît logique. Donc faites des arbitrages. Il y a peut-être des très bons arbitrages à faire, mais en tout cas, il n'y a pas de sauf qui peut avoir, ce genre de choses. Ça, il faut se le mettre à côté. Donc la Fed a dû parler. Donc quand même, on va passer à mes prévisions pour la Fed, hein. Et on ira voir juste après ce que la Fed a dit. J'ai pas regardé, hein. Vous voyez bien que j'ai pas pu trafiquer le slide en direct. Donc on est sur des vraies prévisions. Donc on verra si j'ai juste ou pas. Donc ma prévision, c'était petite remontée des taux, 0,25 maximum, avec des mentions appuyées sur les problèmes géopolitiques, hein, et que ces mentions appuyées, elles appuient aussi sur le fait que bah, le Baltic Dry Index redevient en tendance, enfin rebaisse pas mal, ce genre de choses, et donc ça justifie encore plus les dialogues sur la politique d'inflation transitoire de la Fed. Donc pour vous montrer l'illustration, bah, j'ai sorti ça quand même, hein, parce que vous voyez qu'on est quand même dans un sacré moment de déflation de long terme, parce qu'on est parti quand même en 1980 de quelque chose qui était au-delà de 12%. On a fait un petit rebond en 2011. Souvenez-vous, 2011, c'était la même chose. Les banquiers centraux, c'était des cons. Il fallait pas faire ce qu'ils faisaient. On allait vers une hyperinflation. Je vous invite à aller voir un peu ce que certains économistes nous y disaient à l'époque, hein. Y en a beaucoup, hein, qu'on voit à la télé souvent, qui nous vendaient que c'était la fin du monde. Figurez-vous qu'à l'époque, la Banque Centrale Européenne, elle a décidé de suivre ses visions en disant que l'inflation pouvait repartir. Les Américains l'ont pas du tout fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les Américains ont pu remonter les taux dans le cycle après. Ils ont pu se normaliser. Et nous, on est resté beaucoup plus longtemps avec des taux bas. Et on part avec des taux beaucoup plus bas que les Américains maintenant. Pourquoi? Bah, parce qu'on a fait une erreur de politique monétaire à l'époque. Donc voilà. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Là aussi où je voulais en venir et où je pense qu'il faut faire attention, c'est quand même que le marché là, il a réagi de manière très très violente. Et même si la Fed ne fait pas attention trop au marché, et c'est bien normal, je pense que il faut quand même y faire un minimum attention parce que ça drive l'innovation, ce genre de choses. Et pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, sur le Nasdaq, vous avez plus de 100 biotech qui sont cotées sous leur cash. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on n'ait pas tant corrigé que ça, vous avez toute une poche du marché qui s'est déflatée de manière très très violente. Et se croire que toute cette déflation des stocks de ces sociétés ne va pas toucher l'économie réelle, ce genre de choses, je ne crois pas. Déjà, ça touche le portefeuille de certains Américains, et vous savez que les Américains sont très sensibles à l'évolution de leur portefeuille. Et aussi, ça touche beaucoup de mécanismes d'innovation. Et la Fed est bien consciente qu'il faut faire des hyper-innovations. Donc il y a quand même des choses... Donc à mon avis, ils vont essayer de ménager la chèvre et le chou. Même si beaucoup d'économistes vous diraient qu'on s'en fout, que si toutes les biotech américaines font faillite, c'est pas grave, il y aura toujours des gens pour en recréer derrière. Je pense que c'est beaucoup trop simpliste comme vision. Et donc que la Fed va ménager le chèvre et le chou. La chèvre et le chou, pardon. Donc, bah, du coup, on va aller voir tout de suite ce que la Fed a dit, si ça a été publié. Donc, Internet, on va prendre ça. On va sortir là, comme ça, hop. Non, pas maintenant, hop là. On va aller sur Google. Donc, qu'est-ce que nous a dit la Fed ? On va sur Investing. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort? Donc, quelques heures de la réunion de la Fed, ça on s'en fout. On veut les minutes de la Fed. Il n'y a pas d'article encore. Actualité. Oh, mais on va faire mieux. On va aller directement sur Bloomberg, c'est mieux. Parce que Investing, il y a de la pub partout, c'est le bordel. Alors, j'accepte tout. Hop.
Alors, US, non, ouais, d'accord. Hop, hop, hop. Bah, c'était à 18h30 la Fed. Il n'y a pas de... Ils ont du retard. C'est bizarre ça. Sur Reuters, normalement, ils sont en temps réel, donc on doit avoir le... Dis donc, il n'y a pas... Non, normalement, c'est 18h30 la Fed, heure française. Mais je me suis peut-être planté. Bon, bah du coup, on fera la commentaire la semaine prochaine sur la Fed. Et puis, je vais prendre vos questions. Hein. Du coup, voilà. On va faire les commentaires sur... on va faire les questions. Et on verra si j'ai eu raison ou pas. Alors, on commence. Sans croissance, pas d'écologie possible. Je suis bien d'accord, Tokanevitz. Hello à tous. Et bien, bonjour, Dan. Ça fait la première fois qu'on te voit dans le chat. Donc, t'es un nouveau, c'est très bien. 40% de Veolia appartient à des fonds étrangers, bah bien sûr. Hein. C'est les dures lois de la bourse, sachant qu'en plus, comme nous, on n'a pas de fonds d'investissement public avec notre épargne retraite ou ce genre de choses, bah, on ne peut pas vraiment défendre nos géants. Hein. Donc ça, c'est... voilà. Tu parles de la bouffe de demain. Xavier Niel a investi pas mal là-dedans. Oui, mais Xavier Niel, il investit dans beaucoup de choses. Mais oui, moi, je pense que vraiment, la nourriture, la food... et l'immobilier, c'est deux secteurs où l'innovation a été très très lente ces dernières années et où, à mon avis, dans les 10-15 ans qui viennent, on va avoir une hyper innovation et la plupart des acteurs ne sont pas prêts à cette hyper innovation de manière vraiment importante. Boxabi aussi, je ne sais pas ce que c'est Boxabi, donc Lazy Tug si tu peux me dire. FTX va proposer une carte Visa Crypto. Ouais, ça, il y en a partout. On a sur Binance, Oti et tout. On achète de l'ETH pour les NFT. C'est pas faux. Il y en a sûrement qui font ça. Je pense pas que ça soit que pour cette question-là, mais c'est... voilà. 0,25 pour toute l'année. Non. 0,25 pour le mois... qui va arriver, voilà, et pour les minutes, ce genre de choses. Hein. Non, pas 0,25 pour toute l'année. Non, je pense que on va sûrement hausser les taux 2 fois aux États-Unis, entre 2 et 3 fois. Je pense pas plus. Je pense déjà que l'inflation va piquer sérieusement du nez à partir du Q2 2022. Donc, à mon avis, on fera pas plus de 2-3 hausses des taux. Mais par contre, c'est une bonne chose pour les États-Unis de faire une hausse des taux, de faire 2-3 hausses de taux là, parce que ça donne un peu plus de marge de manœuvre quand tu auras... alors que c'est vrai que si en Europe on ne fait pas de hausse de taux là, bah après on n'aura pas de marge de manœuvre. La problématique c'est quand même que l'inflation en Europe est moins élevée, ce genre de choses. Après vous le savez, je pense que de toute façon on est collé pour des taux qui sont très bas pendant très longtemps parce qu'il faut investir dans justement le spatial, dans l'écologie, ce genre de choses, que c'est des investissements qui du coup sont massifs et que du coup forcément il faut amener du capital de manière très très importante sur les marchés pour aller donner à ces entreprises le potentiel d'aller là-dessus. Et le seul qui peut le faire, c'est les États. Et donc, pour que les États puissent le faire, il faut forcément financer de la dette. Et donc, il faut que les banques centrales émettent et que, du coup, quand elles émettent, elles le font à des taux plutôt bas. La réaction violente du marché, il n'y a pas une part de chantage exercée contre Powell et la Fed. Bien sûr, depuis le début, depuis que les marchés existent, c'est toujours un rapport de force. C'est-à-dire que si le marché il était à 8000 points en disant tout va bien,
l'inflation c'est pas grave, tout va bien se passer, bah Powell il remonterait les taux. Et il nous dirait, attendez, tout va bien, il n'y a pas de machin, on va remonter les taux, ne serait-ce que pour avoir un peu d'air, au cas où ils aient besoin de les baisser un peu plus tard. Voilà. Après, la question là est différente. La question c'est, est-ce qu'ils vont les monter massivement, alors que potentiellement, dans 3-4 mois, ils seront dans une phase d'inflation beaucoup plus faible, et on dira s'ils ont trop remonté les taux, que du coup ils ont cassé la croissance, qu'en cassant la croissance, ils ont créé de la décroissance qui drivera la déflation. Il faudra qu'ils réinvestissent encore plus. Et je pense que leur but, c'est de rester aux alentours de 2% de croissance. Plus ils peuvent gratter haut, plus ça les arrange. Mais je pense qu'ils vont rester dans quelque chose d'entre 2 et 3% de croissance long terme aux États-Unis, avec un taux entre 1,5 et 2. Et ça veut dire que les taux réels sont quand même toujours négatifs. Ce qui est quelque chose qui va préexister encore des dizaines d'années, parce qu'on ne peut financer cette évolution de la transition énergétique qu'avec des taux réels négatifs. Donc ça j'ai répondu. Je pense que c'est plus tard la Fed, c'est 20h. Ah peut-être, c'est peut-être moi qui me suis planté. Boxabi, des maisons construites de manière industrielle. Ah, c'est quand je parlais des maisons... je connaissais pas l'entreprise, j'irai voir ce qu'elle fait. Le GB Yangon et Neville a eu des... on a eu des nouvelles. Bon, non, pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça. Il parle de 4-5 augmentations pour l'année jusque-là. Oui, non, mais moi je pense que les mêmes qui nous parlent de 4-5 augmentations dans l'année nous diront à la fin de l'année, il faut les diminuer parce que l'inflation est machin. Donc, il y en a même qui vous parlent de 8 hausses des taux. Enfin, faut quand même être sacrément barjot pour s'imaginer que l'inflation, elle va continuer à monter là. Enfin, vous avez quand même une problématique de coût du fret, ce genre de choses. C'est des choses qui vont changer avec le temps. Pour la BCE, alors, c'est une très bonne question. Je pense que la BCE fera pas de hausse des taux durant l'année qui va arriver. Pour une simple raison, c'est qu'on a fait l'erreur en 2011 de le faire. Qu'on est toujours dans cette erreur. C'est-à-dire que comme on ne s'est pas mis dans le même rythme que les Américains, on a pris du retard, et que pour combler ce retard, on est obligé d'aller plus loin. Et en plus, vous avez un autre problème en Europe, c'est que comme les gouvernements, pour une stabilité sociale, sont obligés de sponsoriser le marché de l'énergie, et ben entre guillemets, si on commençait à faire une remontée des taux, ça ferait exploser les endettements des États, et c'est pas possible à court terme. Donc il y a une problématique qui est beaucoup plus importante aussi pour la BCE, parce que vous avez des soucis d'inflation qui sont localisés, avec des pays où vraiment il y a une inflation, et il y a des métriques d'inflation qui sont dangereuses, comme un peu en Allemagne, ce genre de choses, et des pays où vous avez au contraire des métriques d'inflation qui sont plutôt sages, la France, l'Espagne, si vous retraitez de l'énergie, faut enlever la partie énergétique, et où par contre vous avez des problématiques justement de gestion de la transition écologique qui est très importante. Donc je pense que la BCE va pas faire grand chose. Peut-être en dire plus sur le bug qu'il y a eu sur Solana stop. Et ben en fait sur Solana, c'est pas simple parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais sur Solana ce qui s'est passé c'est juste que il y a tellement de transactions dans la moment de capitulation du marché que on a saturé la blockchain et qu'on a créé des problèmes dessus. Alors c'est couplé à d'autres problématiques techniques. Ça vous montre une chose, c'est que quand vous êtes sur des actifs comme ça, comme les blockchains, ce genre de choses, si tout le monde se met à l'utiliser autour du monde, vous avez quand même des problématiques de gestion et de scalabilité qui sont considérables. Et donc vous vous rendez bien compte que les problématiques à laquelle fait face Ethereum, tout le monde va y faire face, et que ceux qui sont arrivés en nous disant Solana, transaction, il y en a plus et tout, vous allez voir, c'est la nouvelle techno, ils vont écraser Ethereum, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Maintenir un écosystème fonctionnel dans un moment de marché complexe et tout, c'est pas si simple. Et il y a d'énormes problématiques, et je pense que c'est des choses qui se réduiront dans le temps. Et comme on est encore dans l'enfance, on n'est pas loin de ces problématiques. Ce que je trouve qui est très intéressant par contre, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu ce bug, ils ont quand même réussi à le résoudre assez rapidement. Il y a eu un soutien des autres communautés, d'autres développeurs derrière eux pour essayer de les aider, ce genre de choses. Il y a eu un soutien des plateformes qui ont mis en place des procédures entre elles pour essayer de limiter l'impact. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées,
qui font dire quand même que l'univers est solide. Et surtout, ça n'a pas heurté trop la valorisation de Solana. Or, c'est vrai que si on était comme on est dans un moment un peu de complexité dans le marché, on aurait pu se dire que ça aurait pu vraiment être quelque chose qui aurait pu sabrer un peu la confiance sur Solana et faire descendre la crypto de manière très très violente. Ça s'est pas fait, donc ça montre quand même qu'il y a un minimum de bon sens dans ce marché, qu'il y a des gens quand même qui pensent que le projet Solana va aller loin et qu'on n'est pas dans un fonctionnement totalement irrationnel, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Que penses-tu de la publi d'hier appréciée, plus 5% tout D, si tu veux choisir avec la femme, 5 prochaines années. Je répondrai pas à la question, Mamat. Parce que ça serait conseil personnalisé et on a décidé d'éviter maintenant de parler de valeurs dédiées. Après, je pense que ce qui était intéressant hier, c'était quoi ? C'était le fait que ça a commencé par beaucoup baisser. Il a suffi que la conférence commence et qu'il nous parle de l'avenir, du fait qu'il y a de plus en plus de PC qui vont être sur le marché, ce genre de choses, pour que la valeur reprenne le chemin de la hausse. Donc ça vous montre quand même que sur les marchés américains, il y a énormément de gens qui jouent avec des options. Il y a une capacité de créer des mouvements indiciels qui est considérable sur le marché américain. Et ça, c'est très dangereux. Et je pense que l'État doit intervenir là-dessus en mettant des normes. La problématique, c'est que je suis pas sûr qu'en mettant un point de hausse des taux, ça change globalement le nombre de gens qui vont investir dans ce marché-là. Et le fait qu'on suit tous à la culotte sur les marchés américains, qu'en plus les ETF ont créé un phénomène indiciel très fort. Vous avez des ETF qui parient contre l'ETF de Cathie Wood, qui lèvent des milliards. Donc en fait, Cathie Wood, quand elle a levé des milliards, elle a drivé à la hausse un secteur à elle toute seule. Et là, vous avez des mecs qui se mettent en face d'elle, qui drivent à la baisse un secteur aussi, sans aucune vision des sociétés sous-jacentes. Encore moins pour ceux qui font le short que pour ceux qui jouent à la hausse comme Cathy. Même si on peut reprocher beaucoup de choses à Ark sur sa vision des sociétés et sur sa manière de faire ses recherches. Et d'avoir des scénarios Blue Sky complètement allumés comme s'ils avaient tous fumé un paquet de joints avant de pondre leurs documents de recherche. Mais c'est la même chose. Les mecs qui vous disent que le software ça vaut rien maintenant, qu'il faut acheter de la value. Voilà, vous avez quand même des entreprises de software qui ont une plus grande croissance qu'en 2019, qui gagnent plus d'argent, qui ont plus de cash qu'en 2019. Enfin, faut raison garder, hein. Raison garder. Le Brent à 90 $, aïe aïe aïe. Oui, mais il va rebaisser un petit peu après le Brent. Il va rebaisser un petit peu. Il était déjà, il avait déjà bien baissé le Brent hein, de mémoire. Je vais aller voir, mais donc où j'ai mis ma souris, elle est là. Macro. Donc on est à combien sur le Brent? Ouais, plus 2. Voilà. Si je me mets en max, on revient plus ou moins en 2011 avec le précédent cycle d'inflation. On était monté à 120. D'accord? Et là, on est à 90. Donc attention, effectivement, on consomme plus. Il y a des taxes, il y a des choses comme ça. Mais il faut faire attention. Ce qui s'était passé aussi avant, c'est quoi? C'est en 2008, on était monté à 137 avant de s'effondrer très très rapidement. Là, je pense qu'on s'est beaucoup trop effondré. On est allé jusqu'à 20. 20, c'était revenir plus ou moins à ce qu'on avait en 2000. Donc c'était... on est même allé un peu... on a même eu du pétrole négatif à un certain moment. Donc on paye cet excès baissier par un excès haussier. Après, je pense que ça va pas durer longtemps. Et je pense que les banques centrales ont tout à fait conscience de ça et vont être à la manœuvre pour limiter l'impact sur la croissance. Donc ça, je me fais pas trop de soucis. Je me fais pas trop de soucis. Après, vous pouvez dire que je suis un optimiste BA, ce qui est possible, hein, mais je me fais pas trop de soucis. Ouais, bientôt 120. Alors moi, je vais te dire, à chaque fois que les gens me disent 120, je me souviens, en 2008, on lisait des grands papiers qui nous disaient « Le pétrole à 200, on va manquer de pétrole ». Tu vois, 2008.
Hein. On est 14 ans plus tard, on manque pas de pétrole. Enfin, c'est un peu tendu, mais l'Arabie Saoudite pourrait demain pomper beaucoup plus et tout. Et on est avec un pétrole qui est 30 $ en dessous. Donc, on a tendance à souvent, dès qu'un truc monte, tout le monde est là en train de dire « Ah, ça va à 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. » Enfin, c'est la fête, parce que ça va dans un cycle et il faut prouver que ça peut continuer à monter. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'à mon avis, on est plus proche du top sur le pétrole que du bottom. Donc, et je suis convaincu, on va peut-être faire un pic à 110, 115, mais à mon avis, on va pas y rester très longtemps. Hein. On va pas y rester très très longtemps, et je pense que ça va vite se normaliser. Déjà, vous le voyez, là, au niveau du gaz, les Américains commencent déjà à demander aux Arabes de pomper un peu plus pour soutenir les Européens. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se faire. On a dit qu'on évitait de parler de valeur, Altico. Donc, on va pas... Mais Pharmagest, c'est une société qui est dans ce secteur-là. Après, quand vous êtes dans des sociétés comme ça qui sont dans la digitalisation, regardez vraiment bien si la croissance est organique ou purement acquisition. Parce que si vous avez une croissance organique qui est quasiment nulle, ça veut quand même dire que vous avez un problème de ROI ou alors un problème de sous-marché. Voilà. Je vous dis juste ça. Donc, regardez la croissance organique de Pharmagest comparativement à des sociétés comme SciTrade, Esker, ce genre de choses. Regardez un petit peu comment ça fonctionne et vous verrez qu'il y a quand même des choses qui portent à questionnement sur Pharmagest. Du coup, voilà. Du coup, bah, on va s'arrêter là et on parlera de la fête la prochaine fois. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez vos questions. Vous pouvez les envoyer à la-rédaction-tech@publicationagora.fr. Si vous avez des envies de voir sur notre chaîne YouTube, j'essaierai de passer dans la semaine pour voir s'il y a des questions dessus. N'hésitez surtout pas à liker et à partager les vidéos, ça nous aide beaucoup. Et sinon, vous pouvez lire nos articles sur opportunité avec un s-techno avec un s.com. Agora et Calmia Capital étaient très heureux de vous offrir ce support. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et pour ceux qui trouvent ce support intéressant, n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous abonner à notre lettre qui vous donnera des insights sur des sociétés, qui est juste en dessous. Non, on fait pas de Twitch payant pour le moment, mais peut-être que plus tard on mettra une fonctionnalité quand il y aura plus de monde où seuls les abonnés, enfin seuls ceux qui sont abonnés Prime à la chaîne pourront poser des questions. Ou peut-être qu'on va le mettre en place et que ça vous permettra de poser des questions sur des valeurs, ce genre de choses, on verra. Après, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, hein, faites-le. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.